Bonjour. Alors, je suis donc enseignant dans cette école en pharmacie toxicologie et du coup, de par ma discipline, je ne suis pas clinicien, je ne suis pas sur le terrain, je suis plutôt dans les laboratoires et dans les bureaux. Donc, c'est une vision de quelqu'un qui est dans les labos, dans les bureaux, et vous aurez la vision pratique du vétérinaire praticien qui vous donnera quelques détails et quelques exemples. Alors, pour commencer, pour positionner la phytothérapie, ce schéma très très simple, où d'un point de vue thérapeutique, vous avez deux grandes catégories, l'homéopathie et l'allopathie. Alors, l'homéopathie, c'est la thérapeutique des semblables. La base de l'homéopathie, c'est vous êtes face à une substance, vous êtes en bonne santé, cette substance peut entraîner une réaction de votre organisme. Et on va utiliser la même substance pour lutter contre des maladies qui s'expriment de cette façon-là. C'est la façon de raisonner de l'homéopathie. Alors ça a été théorisé par Samuel Hahnemann en 1755-1843. Et le médicament utilisé en homéopathie repose sur des très fortes dilutions. Parce que là aussi, contrairement à l'allopathie, l'homéopathie ne résonne pas avec la présence physique des molécules, mais par la présence éventuelle de signaux qu'il y aurait dans le médicament. Donc la dilution est toujours accompagnée de dynamisation. Ça, c'est l'homéopathie. La phytothérapie fait partie de la catégorie de l'allopathie. Là, c'est une thérapeutique qui s'oppose. Je vais m'opposer à la maladie en luttant contre l'origine de la maladie ou en luttant contre les signes qui vont s'exprimer suite à la maladie. Donc c'est une différence avec l'homéopathie. Et dans le cadre de l'allopathie, là, on va utiliser des substances qui vont agir. Donc les médicaments qu'on va utiliser sont des médicaments qui sont concentrés. Alors, la catégorie la plus utilisée, celle sur le schéma, tout est mis sur le même plan, mais ce que j'ai appelé l'allopathie conventionnelle, c'est la grosse majorité de la thérapeutique qui est utilisée. Alors, c'est de l'allopathie qui se base sur la connaissance exacte des substances qui se trouvent dans le médicament. Et souvent, le médicament contient 1, 2, 3 substances, guère plus. Et on sait comment elle agit, sur quelle cible, et donc on va apprécier la dose. Donc c'est ce que j'ai appelé l'allopathie conventionnelle, parce qu'il n'y a pas de nom pour cette allopathie, puisque c'est par défaut le médicament officiel. Mais quand on parle des autres types de médicaments, on est obligé de donner des noms pour se repérer. Donc je pensais que allopathie conventionnelle était le terme qui convenait. Donc à côté de cette allopathie conventionnelle, il y a la phytothérapie. Je vous ai mis le mot en anglais. Les Anglais parlent plutôt de herbal medicine. Mais la phytothérapie, en fait, c'est un médicament qui contient un mélange de substances actives. Le SA, c'est pour substances actives. Et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas tous les composés de la plante. Donc, j'ai un médicament, je ne sais pas forcément toutes les substances qui sont présentes dans ce médicament. Et ensuite, ma plante, en fonction de l'endroit où elle a été cultivée, des conditions climatiques, peut avoir une composition qui va varier. Donc, je vais avoir un médicament qui ne sera pas forcément normé comme il peut l'être avec l'allopathie conventionnelle. Il y aura des variations en fonction des conditions. Alors, c'est un médicament à base de plantes. Qu'est-ce que je peux utiliser? La plante entière. Soit à l'état de la plante fraîche, je viens de la cueillir et je la donne directement au malade, soit la plante séchée. Mais je peux utiliser aussi la plante intacte ou transformée en poudre. À côté de la plante entière, je peux pas utiliser des parties de la plante. Uniquement la fleur, uniquement les feuilles, le fruit. Je peux utiliser les bourgeons. Les bourgeons sont des parties de la plante qui contiennent des cellules qui se divisent très vite. Donc, pour certains, elles auraient des propriétés différentes du reste de la plante. Et quand on n'utilise que le bourgeon, c'est une catégorie plus petite de la phytothérapie qui est appelée la gémothérapie. Le plus classique, c'est l'utilisation de l'artichaut. L'artichaut qu'on mange, c'est le bourgeon,
Si vous laissez la plante évoluer, ce bourgeon artichaut deviendra une fleur. Donc on peut utiliser les tubercules, les racines, les rhizomes, toutes les parties de la plante, et quel que soit l'état de développement de la plante. Avant fleurissement, après la fleur, après formation du fruit, etc. À côté de la plante entière, en phytothérapie, on peut utiliser aussi des extraits de plantes. Donc je prends ma plante, je la mets avec de l'eau, et je vais essayer, et je vais récupérer les molécules qui sont de l'affinité pour l'eau, qui seront solubles dans l'eau. Du coup, je n'aurai pas la totalité des substances présentes dans la plante, j'aurai une partie de ces substances par rapport à leur affinité pour le solvant. Donc je peux faire des extraits avec de l'eau, avec de l'alcool, avec des extraits glycérinés, etc. Et je peux faire aussi de la distillation. Si j'ai une plante qui est aromatique, elle a des substances qui sont volatiles, qui peuvent se transformer à l'état gazeux, et donc je peux distiller cette plante pour récupérer que ces substances-là. Et c'est ce qu'on appelle les huiles essentielles, l'aromathérapie. Alors là, on n'est pas tous d'accord au niveau des définitions. Moi, je mets l'aromathérapie dans la phytothérapie, en considérant que c'est une catégorie particulière de la phytothérapie. Et il y a d'autres personnes qui considèrent que ce sont des thérapeutiques différentes, donc ils mettent à part phytothérapie et aromathérapie. Au niveau des définitions, tout n'est pas bien fixé, donc il faut savoir de quoi on parle. Moi, j'ai tendance à le mettre ensemble. On peut faire aussi de la fermentation. Grâce à cette fermentation, il y a d'autres substances qui peuvent apparaître et qui pourraient être aussi également intéressantes. Des expressions par pression, pour avoir du jus, des choses comme ça. Donc tout un tas d'extraits qui sont possibles. Or, il y a des sociétés, par exemple, qui se spécialisent pour faire des EPS, des extraits fluides de plantes fraîches standardisées et glycérinées. Donc c'est une façon particulière de faire ces extraits-là. On trouve un peu de tout. Est-ce qu'on va prendre toutes les plantes? Non. En fait, en France et en Europe, vous avez un ouvrage qui s'appelle la pharmacopée européenne, ou la pharmacopée des différents pays européens, qui recueille des chapitres qui décrivent les plantes qui auront des activités médicinales. C'est ce qu'on appelle les plantes médicinales. Alors ces plantes médicinales, en France en tout cas, là, sont dans le monopole du pharmacien. Seul le pharmacien a le droit de vendre ces plantes médicinales, sauf celles qui ont été sorties du monopole des pharmaciens. C'est toujours pareil, la France, hein. Il y a des règles, il y a des dérogations à ces règles, ça devient un petit peu compliqué, mais beaucoup de plantes médicinales qui sont aussi très toxiques sont restées dans le monopole du pharmacien. Il y a d'autres plantes qui ont été sorties et qui peuvent être vendues par d'autres personnes. Je vous ai mis la définition de la plante médicinale qui est donnée par la pharmacopée. Bon, peu importe la définition, mais ce qui est important, c'est des plantes qui ont des propriétés médicamenteuses. Et la définition ne va pas plus loin. Sachant que ces mêmes plantes, la définition le reconnaît, peuvent également être utilisées pour un usage alimentaire, condimentaire, servir à la préparation de boissons hygiéniques, etc. Donc la même plante, en fonction de sa finalité, pourra avoir des usages différents et donc des réglementations, on le verra tout à la fin, qui seront différentes. Ce qui rend un petit peu complexe, c'est l'approche et l'encadrement de cette phytothérapie. Là aussi, rapidement, définition des huiles essentielles, on retrouve cette propriété médicamenteuse. Sachant aussi que les huiles essentielles peuvent être utilisées pour d'autres usages. Donc, elles sont vendues par tout un tas de commerçants en fonction de l'usage qu'on veut faire. Si on veut faire un usage médicamenteux, là on rentre dans la réglementation et seuls les ayants droit ont le droit de les vendre. Si c'est un autre usage, par exemple pour l'ambiance, pour des bougies parfumées, des choses comme ça, ça peut être vendu par d'autres commerçants. Sachant que malgré tout, il y a 15 huiles essentielles qui sont très très toxiques et qui restent dans le monopole des pharmaciens. Donc ça, on le trouvera que dans les officines des pharmaciens. Alors, la phytothérapie, si on veut la définir et donner quelques caractéristiques par rapport aux autres thérapeutiques, donc comme je vous l'ai dit, ça fait partie de l'allopathie. Les substances peuvent être concentrées. Et si vous utilisez des huiles essentielles, c'est particulièrement concentré. Donc il faut être très 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 prudent quand vous manipulez ces huiles essentielles. Alors que l'homéopathie, je vous le rappelle, c'est extrêmement dilué, donc là il n'y aura pas de souci
avec la présence de substances qui pourraient avoir des effets nocifs. La phytothérapie envisage cette thérapeutique comme étant holistique, c'est un tout, c'est une action intégrée de l'ensemble des molécules présentes dans la plante. Et on parle de totem de la plante, c'est l'ensemble de ces molécules qui se rend intéressante. Alors, de façon très schématique, dans une plante, on va vous dire qu'il y a des métabolites primaires. Par exemple, l'amidon qu'on peut retrouver dans du blé, dans des pommes de terre, des choses comme ça, et des métabolites qui sont dits secondaires, présents en toute petite quantité, et ceux-là peuvent varier en fonction des conditions dans lesquelles se trouve la plante. Des stress, des agressions par des insectes, par des virus, des bactéries, etc. Il y aura des synthèses de métabolites secondaires. Donc c'est l'ensemble de ces substances qui auraient une activité. Il y a une étude, par exemple, qui avait été faite avec le pavot de Californie, qui a des propriétés de sédation, qui peut tranquilliser les animaux. L'étude avait été faite avec des souris. Quand on donne l'ensemble de la fleur, parce que c'est la fleur qui est utilisée dans ce cas-là, il y a un effet qui est mesuré. Alors que quand on prend des substances présentes dans cette fleur isolée, on ne retrouve pas l'effet. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble de ces molécules, même celles qui sont présentes en toute petite quantité, il y aurait des synergies entre ces molécules qui pourraient expliquer l'effet de la plante. Alors du coup, question, si j'utilise des extraits de plantes, je n'ai plus la totalité des molécules présentes dans la plante fraîche. Et est-ce que les extraits de plantes auront les mêmes effets que la plante à l'origine? Donc ce sont des questions qui se posent au niveau de cette phytothérapie. C'est la différence avec ce que j'appelle l'allopathie conventionnelle, où là vous avez la substance qui est isolée, donc le produit est toujours normé. Quand vous achetez votre médicament, c'est toujours la même substance active, avec la même quantité, avec la même pureté, il n'y a pas de changement. Alors qu'avec la plante, ça peut varier en fonction des conditions dans lesquelles elle s'est retrouvée. L'allopathie conventionnelle peut avoir des substances actives d'origine végétale. Mais même si c'est une origine végétale, on ne va pas considérer ça comme de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est vraiment le mélange de substances présentes dans la plante. Dernier point sur lequel je vais insister, c'est ce qu'on appelle le chimiotype et l'importance du terroir. Vous avez plusieurs types de plantes, la même famille de plantes. L'exemple le plus connu, c'est le cannabis. En fonction de certaines molécules, comme le THC, tétrahydrocannabinol, vous allez avoir une plante qui aura des effets psychotropes, hallucinogènes. Ça sera une drogue. Et par contre, il y a d'autres types de cannabis, d'autres chémiotypes de cannabis, qui auront très peu de THC et qui auront d'autres molécules, et donc ça sera plutôt un effet anti-inflammatoire ou de bien-être. Donc le chimiotype est important, et c'est relié directement avec le terroir. C'est un peu comme le raisin et le vin. Le même cépage, en fonction de l'endroit, que ce soit du Médoc, de la Bourgogne, etc., ne va pas donner la même qualité de vin. Pour la plante, ça serait pareil. En fonction des conditions, il y aura des variations. Alors, c'est important parce que quelle est l'origine de la plante qui nous intéresse? Et quelle était la plante qui a été utilisée pour laquelle on a des données? Si je prends la lavande, en Europe, le pays qui produit le plus de lavande actuellement, c'est la Bulgarie, c'est plus la France. Et donc si vous utilisez et vous achetez des produits à base de lavande, vous aurez peut-être de la lavande bulgare et pas française, et donc un chimiotype qui sera différent éventuellement, et pas forcément la même efficacité. Pareil pour le thym. Le thym est produit en grande quantité en Pologne. Et quand vous achetez, alors je ne suis plus dans la phytothérapie, je suis dans les plantes aromatiques, des herbes de Provence, ben peut-être que les herbes de Provence que vous venez d'acheter n'ont jamais vu le sol de Provence et viennent d'autres pays. Donc au niveau composition et effet, l'origine de la plante peut avoir aussi une importance. Un exemple, la pervenche de Madagascar. En phytothérapie, vous avez plusieurs indications de cette plante. Et en allopathie conventionnelle, on a trouvé des molécules comme la vincristine et la vinblastine qui sont utilisées comme anticancéreux. Il y a un laboratoire pharmaceutique qui s'est dit, je ne vais pas cultiver mes pervenches à Madagascar, je vais essayer de les cultiver en France. Elle a réussi à les cultiver en France, sauf qu'il n'y avait plus les substances anticancéreuses. Et eux, ils voulaient récupérer les substances anticancéreuses. Donc, vous voyez l'importance de cette notion de terroir par rapport à la qualité de la plante.
Alors on essaye de rationaliser tout ça, d'avoir une bonne vision pour que ça soit quand même reproductible. Et vous avez des disciplines, du coup on essaye de donner des noms un petit peu plus savants, et des disciplines comme l'ethnopharmacologie, et en vétérinaire ça sera la médecine ethno-vétérinaire, c'est-à-dire c'est voir sur le terrain ce qui est fait avec les plantes, on collecte toutes les informations, on amène ça dans les laboratoires, et on essaye d'étudier et de voir et d'avoir la preuve scientifique de l'effet de la plante. Et grâce à ces données-là, ça peut repartir sur le terrain avec des protocoles un peu plus rigoureux et plus cadrés. C'est fait dans la logique phytothérapie, mais c'est fait aussi dans la logique de la pharmacie conventionnelle, quand ils veulent récupérer des substances actives qui les intéressent. Le médicament est utilisé dans une société, donc il y a aussi le côté juridique qu'il faut voir. Et si vous faites de la phytothérapie, la plante que vous utilisez ou le médicament à base de plantes sera géré et encadré par la définition du médicament. Alors, au niveau des médicaments, vous avez deux possibilités. La spécialité, c'est le médicament que vous allez acheter. Par exemple, quand vous allez acheter du Doliprane, des choses comme ça, c'est une spécialité. Vous l'achetez, c'est déjà fait. Si vous voulez avoir une spécialité et commercialiser une spécialité, il faut avoir une autorisation. On appelle ça l'autorisation de mise sur le marché. Et pour que le laboratoire ait une autorisation, il faut qu'il fournisse un dossier qui est extrêmement lourd, extrêmement onéreux. Alors quand il y a un marché qui est important, il y a un retour sur investissement, il pourra gagner de l'argent. Les laboratoires, hein, ce sont des sociétés, donc ils gagnent de l'argent. Et si le marché n'est pas suffisant, ils ne vont pas faire l'investissement parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas retour sur l'investissement. Ils ne gagneront pas assez d'argent. La phytothérapie, même si ça se développe, même s'il y a une demande, représente encore un marché très limité. Donc vous m'avez compris, les laboratoires ne vont pas vraiment faire des efforts pour avoir des données dessus. Surtout que la plante, on ne peut pas faire déposer un brevet sur la plante, et donc les autres laboratoires pourraient profiter des recherches qui ont été menées par le laboratoire voisin. Donc au niveau organisation du marché, c'est assez compliqué et on ne trouvera pas ces investissements qui seront faits. En conséquence, quand on regarde les spécialités vétérinaires qui sont dites de phytothérapie, il y a 8 médicaments qui sont autorisés. Alors par rapport au thème, j'en ai pris un qui serait assez proche, antilaiteux comprimé. Je vous ai donné la composition, extrait de piloselle, extrait de sauge, extrait poudre de cascara. Mais vous voyez aussi qu'il y a de l'aminophiline. En fait, ce n'est pas un vrai médicament phytothérapique, c'est un mélange de la phytothérapie avec de l'allopathie conventionnelle. Alors, à côté de ces médicaments spécialités, vous avez aussi la préparation extemporanée. Le vétérinaire et le pharmacien peuvent fabriquer ces préparations-là pour soigner un patient bien précis. Mais il y a d'autres contraintes où il faut respecter des bonnes pratiques, des choses comme ça, et c'est quand même assez lourd à mettre en place. Alors on a, comme je vous ai dit dans les définitions, ces plantes médicinales, ces huiles essentielles peuvent avoir d'autres usages que l'usage médicamenteux, et du coup on voit se développer ce qu'on appelle les produits frontières. C'est des produits qui sont proches du médicament, mais qui n'ont pas été mis dans la case médicament. Donc ça peut être des compléments alimentaires, ce qu'on appelle des biocides, des cosmétiques, les huiles essentielles qui sont hors du monopole des pharmaciens. Et ça sera dans la présentation. Je vous ai donné quelques exemples. Où là, vous avez un produit qui est dit un produit d'entretien, qui est pour le contrôle des infections cutanées. Alors, dans la désignation, dans la présentation, ils essayent de rester vagues pour ne pas tomber dans la catégorie médicament. Et après, l'usage, on sait très bien que ça sera plus un usage thérapeutique. Là, un autre produit qui est normalement biocide, il le présente carrément comme étant antiparasitaire, comme si c'était un médicament. Puis le dernier qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui est un complément alimentaire, mais ils vous disent qu'il va soutenir le système immunitaire, les défenses naturelles, l'équilibre comportemental, la vitalité générale, le système nerveux, etc. Donc c'est ce qu'on appelle ces produits frontières. Les laboratoires ou les sociétés qui fabriquent ces produits-là n'ont pas besoin de faire les investissements très très lourds qu'on doit faire pour des médicaments, mais ça leur permet d'être sur le marché et de biaiser un petit peu
et d'être utilisés. Et on voit de plus en plus ces produits frontières se développer, surtout avec Internet. Alors, au niveau qualité, au niveau traçabilité, etc., ça peut poser quelques soucis. Voilà, très rapidement, par rapport au temps qui m'était imparti, présenter les problématiques que pose la phytothérapie et puis aussi essayer de définir cette phytothérapie. Alors, les points importants, je pense, que c'est, d'un point de vue thérapeutique, une approche qui est différente de l'allopathie conventionnelle, de par l'usage de ces plantes avec ce mélange de molécules. Alors, il y a une demande de la clientèle, ça a été démontré par l'étude qui a été présentée précédemment. Et toujours pareil, la société, le droit, la réglementation a toujours du retard par rapport à la demande de la société. Donc on n'a pas encore les cadres qui permettent de favoriser l'usage de cette phytothérapie en respectant bien sûr la sécurité du malade, des personnes qui soignent l'animal malade et puis de l'environnement de façon générale. Alors, les bases, elles sont traditionnelles. On parle souvent de tradipraticiens ou de savoir empirique de la société. Et l'objectif, ça serait de prouver avec des preuves scientifiques du bien fondé de ces connaissances populaires. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à ma collègue clinicienne.